Bonsoir à tous et à chacun et très heureuse de vous retrouver pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous, pour en savoir plus sur l'actualité. Et alors pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Maître Blanchard Mongomba, qui est secrétaire général du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito. Avec lui, nous allons chercher à en savoir plus sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a les processus électoraux, la situation à l'est de la RDC, pour ne citer que ça. Voilà. Maître, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. D'emblée, comment se porte votre parti politique Nouvel Élan? Non, le Nouvel Élan se porte plutôt bien. Vous savez, Nouvel Élan existe depuis près de 4 ans. Nous n'avions pas encore goûté à la compétition électorale et là, nous sommes en pleine préparation. Nous nous organisions au niveau de la base. C'est vrai qu'au même moment, nous nous battons pour le combat de la résistance, c'est-à-dire résister pour avoir de bonnes élections, résister pour ne pas voir notre pays aller entre les mains des agresseurs, ne pas être balkanisé, mais aussi nous travaillons pour l'offre politique de notre parti politique, puisque comme je l'ai dit, ça sera pour nous en 2023 une première compétition électorale dans laquelle nous allons nous mesurer avec les autres partis politiques. Et par rapport à toutes ces questions, le Nouvel Élan se prépare et vous l'aviez peut-être remarqué que nous sommes implantés aujourd'hui sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça montre déjà l'image de la santé. Hein? Bien évidemment, parce que nous n'avons que 5 ans. Nous n'avions que 5 ans après l'agrément de notre parti politique au niveau du ministère de l'Intérieur. Il fallait travailler en intégrant, en tout cas, tous ces objectifs de manière à être prêt pour les élections de 2023. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons vous dire que nous sommes implantés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, si bien que nous étions inscrits dans les combats pour la vérité des urnes, mais nous étions en train au même moment de travailler pour être compétitifs, pour présenter un meilleur offre politique aux prochaines élections. Voilà, et comment se porte le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito? Il est toujours à côté de son frère Martin Fayulu à Lamuka? Exactement, Adolphe Muzito est l'un des membres et l'un des leaders de la coalition ou de la plateforme politique de résistance Lamuka. Et en tant que tel, il est membre du présidium. Il a récemment passé le flambeau à son collègue du présidium, Martin Fayulu, et aujourd'hui c'est Martin Fayulu qui est coordonnateur. Bref, je dirais qu'il est dans la Mouka, il est là. Voilà, il va bien, Martin Fayulu. Quoi, Adolphe Muzito, voilà, quand on voit Muzito, on voit Martin Fayulu, il y a de quoi confondre, ça prête un peu confusion. Mais la manière dont vous êtes en train d'évoluer, vous ne craignez pas que vous soyez essoufflé? Essoufflé, pas du tout. En peu de temps, le parti a vu les jours et vous êtes déjà implanté dans toute la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup à faire. Vous ne serez pas essoufflé par manque, faute peut-être de moyens. Vous ne serez pas bité aux problèmes logistiques en guise de sensibilisation pour atteindre le membre du parti politique Nouvel Élan au moment opportun? Non, ben, il faut avouer que ce n'est pas tâche facile. Vous n'allez pas vite en besogne, non? Non, nous n'allons pas vite en besogne. Il est vrai que les défis sont énormes, mais il faut compter aussi avec l'apport de nos militantes et militants, parce qu'une fois lancé, nous avions reçu les demandes d'adhésion de partout, ce qui a fait que où nous n'étions pas encore installés dans telle ou telle autre province, si on nous invite, on allait rapidement pour essayer de travailler, pour essayer d'implanter le parti. Et dans peu de temps, je dirais dans presque 4 ans, on a réussi justement à implanter les partis sur toute l'étendue de la République. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu publique la date de la prochaine élection présidentielle législative des conseillers municipaux fixée pour le 20 décembre 2023. Mais le même jour de la publication de ces calendriers, votre parti a réagi, le Nouvel Élan, et contre ces calendriers. Pourquoi vous êtes contre et vous proposez quelle alternative? 3 réponses à cette question, madame. Nous, au niveau du Nouvel Élan, lorsque
nous avions suivi la publication de ces calendriers par messieurs Denis Kadima. Nous nous sommes dit que, effectivement, messieurs Denis Kadima est dans une logique de satisfecit, une logique de contentement, parce qu'il veut justement montrer à l'opinion qu'il est en train de travailler et que s'il y aura problème, ce n'est pas à son niveau, mais dans le chef des autres. Et cela se justifie par le fait de nous produire, c'est-à-dire M. Kadima nous a produit un calendrier qui est irréaliste sur le plan même de délai tel qu'il est présente. Mais je commencerai par les commencements. Il y a un premier élément, manque de consensus. Il faut commencer même en amont. Lorsque l'Assemblée nationale a entériné ses bureaux au niveau de M. Chilombo, il y a eu en tout cas promulgation ou signature de l'ordonnance qui a investi ses membres. Déjà, il s'est posé un problème de consensus. Quelles sont les vraies contraintes de ces calendriers? Les contraintes, c'est que déjà, premièrement, sur le plan, parce que le premier élément, j'avais dit, question de confiance ou de légitimité. Deuxième élément, parmi les contraintes, il y a la contrainte de temps. Lorsque, par exemple, dans ces calendriers, messieurs Denis Kadima nous dit par ère opérationnelle, il y aura 30 jours pour enrôler les électeurs. Nous disons que les 30 jours prévus pour chaque ère, parce qu'il y a 3 aires opérationnelles, il a donné 90 jours. Si vous divisez les 3 aires par 90 jours, ça fait pratiquement 30 jours par ère opérationnelle. Nous disons que cela n'est pas réaliste, encore que ça sera pendant la période où les enfants seront en train d'étudier. Nous savons que la CENI n'a pas de salle propre pour enregistrer les électeurs et les enrôler. Ils seront obligés d'utiliser, de se servir des salles de classe. Or, ces salles de classe seront occupées par les élèves et le temps qu'il a prévu au niveau de la CENI, c'est-à-dire M. Kadim au niveau de la CENI a prévu 30 jours, nous disons que ce temps est irréaliste parce que nous ne voyons pas comment il va compresser les choses pour que exactement, Maître Blanchard, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à respecter les cycles électoraux? Non, ce qu'il faut faire, moi je pense que c'est de jouer un franc jeu. C'est de ne pas jouer dans le cache-cache comme l'ont fait nos amis du régime actuel et malheureusement ils l'ont impacté, en tout cas au niveau de la CENI, parce que déjà, comme je l'ai dit, puisque le bureau, l'installation de ces bureaux a posé problème, or le régime voulait à tout prix avoir ces bureaux, ça n'a pas facilité à ce que les choses aillent de l'avant. Lorsque le bureau arrive en place, vous voyez que le calendrier est arrivé même en retard. Il y a eu des opérations qui ont été amorcées sans qu'il y ait publication du calendrier électoral. Donc ils ont fait les choses un peu en cachette en se servant d'une feuille de route au niveau interne et ça montre que les jeux n'étaient pas très transparents. Vous pensez qu'il faut un cadre consensuel pour la tenue des bonnes élections? Nous pensons premièrement qu'il faudrait commencer par se mettre d'accord que nous devons respecter les délais constitutionnels. Ça, c'est une évidence parce que c'est une exigence constitutionnelle. Deuxièmement, c'est qu'effectivement, nous devons nous mettre d'accord, nous devons parler les mêmes langages parce que même les calendriers ici, ce n'est pas un calendrier pour que la CENI elle-même se serve de ça. C'est le calendrier qui sera exploité par les électeurs, qui sera exploité par les parties prenantes et que par conséquent, nous devons être conséquents, nous devons nous assumer. Mais comment nous assumer si on n'a pas pris part, on n'a pas participé à l'élaboration de ces calendriers? Vous voyez que à chaque étape, à chaque niveau, il y a des problèmes, il y a une question de confiance qui ressurgit, ce qui fait qu'aujourd'hui, dire que ce calendrier est réaliste, en tout cas au niveau du Nouvel Élan, nous disons qu'il n'en est pas question parce que... Vous ne trouvez pas que c'est très tôt de commencer à fustiger ces calendriers au moment où il fallait d'abord laisser que la centrale électorale travaille? Parce que selon les répartitions, selon ces calendriers, toutes les élections directes seront organisées de manière combinée à la date du 20 décembre 2023, tandis que celles indirectes, comme les élections des sénateurs et des gouverneurs de provinces et bourgmestres, sont prévues en 2024. Non, ben... Il n'y a pas un problème en termes de date. C'est bien bon de donner les dates pour contenter, comme je l'ai dit,
l'opinion, contenter la population. Moi, j'ai compris que M. Denis Kadima veut se débarrasser de cette question, dire que, ben, au niveau de la CENI, voilà, moi, j'étais déjà prêt, mais si les contraintes il y a, s'il n'y a pas eu peut-être organisation des élections dans le délai, c'est parce que tel ou tel autre partenaire n'a pas respecté ce qu'il devait présenter pour que nous puissions atteindre l'objectif. Je crois que c'est ça la tactique de M. Denis Kadima, puisque lorsque vous quittez les terrains des dates, vous verrez que lui-même, il parle encore de contraintes. Et parmi ces contraintes, il y a les contraintes liées aux finances, il y a des contraintes liées à l'insécurité dans la partie est de notre pays, parce que je ne vois pas comment une partie des Congolais vont aller voter et une grande partie dans l'Est ne voteront pas parce qu'ils sont en insécurité. Ce sont là les questions qui devront être discutées avec tous les partenaires pour que nous puissions nous assumer. Mais lorsqu'on ne veut pas que nous puissions nous regarder en face et que nous puissions débattre de manière à s'assumer par rapport à ces différentes contraintes, moi je me dis qu'il y a un sérieux problème. Espérons que la centrale électorale, cette institution d'appui à la démocratie, va tenir compte de vos revendications, de ce que vous fustigez pour ce calendrier qui a été promulgué le 20 décembre passé. Laisse-moi vous rappeler que entre-temps, la période allant du 20 décembre 2022 à mars 2023 est consacrée à l'enrôlement des électeurs. L'opposition, voilà l'opposition, c'est le moment où vous devez capitaliser, faire des efforts pour vous retrouver positivement dans ces élections. Comment l'opposition compte aborder les élections futures en République démocratique du Congo? L'opposition aura-t-elle une stratégie commune pour ces élections, bien que vous fustigez certaines choses? Mais madame, si vous regardez déjà même la configuration de cette centrale électorale censée organiser les bonnes élections, vous allez vous rendre compte que en prenant le niveau national et en allant jusqu'au niveau local, le bureau de la CENI est composé uniquement des acteurs de l'Union dite sacrée et ceux du FCC. Donc, il n'y a que ces deux partis. Malheureusement, même le FCC continue à bouder. Le nouvel élan est créé après déjà. Non, le nouvel élan est créé en 2019. En 2019. Or, le bureau de la CENI est installé après 2019. Monsieur Kadima, depuis qu'il est là... Mais les FCC représentent quand même l'opposition, parce que ce n'est pas tous les partis politiques. Non, mais je suis d'accord avec vous que les FCC... Oui, mais nous, on est partie prenante. On est partie prenante au processus de 2023. Martin Fayoulou, avec les CID, est partie prenante. Je ne vois pas comment nous pouvons aller aux élections sans tenir compte de la présence de Nouvel Élan et Adolphe Mozito comme un acteur majeur à ces processus. Martin Fayoulou est CID comme partie prenante, un acteur majeur engagé dans ces processus. Je peux encore en citer d'autres. C'est-à-dire que ce que nous pensons, ce que nous nous disons, c'est qu'il faudrait éviter à ce que la CENI soit une structure monotendance, composée uniquement des acteurs de l'Union dite sacrée. Et la conséquence, c'est que lorsqu'ils vont organiser des élections et que les résultats seront publiés, même si à la limite ils organisaient des choses de manière à ce que ça se passe dans les conditions, en tout cas, les gens vont bouder, les gens vont contester parce que la composition ne fait pas foi, la composition ne fait pas confiance. Or, si au niveau de la CENI, nous parvenons à nous mettre d'accord selon que nous devons avoir soit un bureau neutre composé uniquement des acteurs de la société civile, ou si on estime que avoir un bureau neutre ne serait pas trop intéressant, tel que nos amis de l'Union dite sacrée souhaitent, avoir un bureau politisé, alors ouvrons cette brèche de manière à ce que toutes les parties prenantes soient représentées et que nous puissions nous neutraliser en interne pour essayer justement de donner le minimum de confiance aux électeurs qui vont aller voter au 20 décembre 2023. Mais si nous n'arrivons pas à parler ces mêmes langages, ça serait très dommage de constater que nous sommes en train plutôt de préparer là, il y aura les glissements et vous allez assumer les conséquences. Non, le glissement, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Nous ne sommes pas pour le glissement parce que nous disons que nous sommes esclaves de la volonté de notre peuple. Pour le glissement, il faut laisser quand même la CENI faire son travail contre vents et marées. Parce que les contraintes, il y en aura toujours.
Nous ne sommes pas contre que la CENI fasse son travail. Nous sommes pour l'évolution du travail de la CENI, mais ce que nous voulons, c'est que nous devons nous mettre autour d'une table à chaque étape. Le parti Nouvel Élan, vous avez déjà préparé la morale de la population pour remplir le devoir civique qui est celui de s'enrôler? Depuis le premier jour que notre parti politique Nouvel Élan a été créé, nous avions commencé ce travail de préparer la population, de préparer notre base à aller aux élections. Parce que comme je vous ai dit, nous sommes très assoiffés, nous sommes très, en tout cas, déterminés à aller à ces élections. Et pour ça, comme c'est une première, nous sommes très déterminés, très engagés pour que nous puissions justement affronter ces processus. Merci pour cet éclairage. Le message est passé. Voilà, Maître Blanchard Longomba, Mongomba, et secrétaire général du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Les travaux du 3e round du processus de Nairobi pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo a débuté ce lundi avec l'arrivée des différents représentants de groupes armés de la société civile et des communautés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu sont déjà arrivés à Nairobi. Ça vous inspire quoi? Non, ben d'abord, madame, je dis que c'est une farce, cet accord de Luanda et puis la suite de Nairobi tel que vous le présentez. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous aviez vu qu'à Luanda, M. Paul Kagame n'était pas personnellement à ses assises. Il s'est fait représenter par une personnalité et quelques jours après la signature de ces documents, il passe dans les médias pour fustiger, pour en tout cas dénoncer plus ou moins cet accord. Et après lui, il y a eu le porte-parole de M23 qui est passé également pour dire que tout ce qui s'est fait à Luanda ne nous engage pas, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Donc bref, je dirais que le Congo, nous sommes dans un processus, dans une démarche qui ne nous profite pas directement. Je vais vous compléter. Le gouvernement va négocier cette fois-ci avec le rebelle, d'autres rebelles, excepté le M23. Mais quelle chance vous donnez à cette rencontre de change? Non, mais ça n'aboutira pas, ça ne va pas donner gain de cause. Non, pas pessimiste, mais nous sommes plutôt très regardants parce qu'il s'agit de notre pays. Et puisqu'il s'agit de notre pays, nous nous disons que la solution pour finir la guerre de l'Est de notre pays, nous devons nous engager sur la voie militaire. Nous devons mettre nos militaires dans les conditions de manière à défaire toutes ces forces négatives. Hier, nous avions dit qu'il ne fallait pas négocier. Il ne fallait pas traiter avec ces forces négatives. Mais pour quelle raison fondamentale Nouvel Élan prône pour la force en guise de la paix à l'Est de la RDC? Parce que nous avions fait plus de 20 ans, en tout cas plus de 2 décennies, nous n'avions jamais trouvé gain de cause par la voie diplomatique. Combien d'accords le Congo a signé depuis 1997 qui n'a pas donné gain de cause? C'est depuis plus de 20 ans que la MONUSCO est dans la partie est de notre pays, mais nous continuons toujours à mourir. Notre territoire est toujours violé. Ça, ce sont des éléments qui motivent justement notre position en disant que nous devons forcément passer par la voie militaire. Lorsque, en Deuxième République, le maréchal Mobutu avait compris qu'il fallait mettre en place une armée capable, une armée redoutable, je pense que le résultat était là. Il n'y a aucun pays, en tout cas frontalier, de la République démocratique du Congo qui venait inquiéter notre paix. C'est ça justement ce qui pousse le Nouvel Élan et son leader Adolphe Mouzito à dire que nous devons faire la guerre au Rwanda, nous devons nous préparer pour déstabiliser aussi la quiétude de ces États. La calmie est toujours constatée à l'est de la RDC, dans les zones occupées et consorts, mais par quelle procédure vous fustigez des rencontres de Nairobi en guise de trouver des solutions qui puissent pallier à la guerre à l'est de la RDC? Vous proposez quoi? La RDC sera en mesure d'engager ou de déclarer une guerre, de déclencher une guerre contre le Rwanda, l'Ouganda, Burundi? Vous trouvez que ce ne sera pas aussi facile, hein? C'est facile, madame. C'est facile parce que pour la paix dans les territoires de la République démocratique du Congo, pour la quiétude de nos compatriotes, pour la sécurisation de nos frontières, il n'y a pas de prix
Il n'y a pas un prix qui peut nous décourager, qui peut nous empêcher à nous engager dans la voie qui pourrait être la bonne de manière à stabiliser nos frontières, à mettre la quiétude dans le sol congolais. Nous disons qu'aujourd'hui, ce qu'il faut proposer, c'est de mettre notre armée dans les conditions, c'est d'équiper cette armée, c'est de leur pousser à aller à la guerre, parce qu'aujourd'hui, il suffit de voir, lorsqu'on a signé cet accord de Luanda, le jour qui suivait, les M23 ont encore attaqué. Ils ont dit même qu'ils ne reconnaissaient pas cet accord-là. On a vu plusieurs actes qui ont montré que le M23 ne pourront pas respecter cet accord. Donc, nous disons, s'il faut continuer à dorloter, continuer à revenir sur la même chose, ce ne sont pas le M23 qui en pâtissent, ce sont les Congolais et le Congo. Ils déplorent les accusations contre leur mouvement. Mais c'est faux, ils disent pas vrai. Mais c'est un mouvement, en tout cas belliqueux, un mouvement agresseur. Nous ne pouvons que dire la vérité de ce qu'ils font. Aujourd'hui, qui ne sait pas que le M23, derrière eux, le Rwanda et l'Ouganda agressent la République démocratique du Congo pour piller nos richesses? C'est ça justement. On avait donné 48 heures ou 24 heures au M23 pour qu'ils se retirent. C'était le samedi passé. Ils ont refusé de tempérer. Donc, ce sont là les preuves, les éléments qui attestent que nous ne pouvons pas compter sur ces accords. D'ailleurs... Mais qui est derrière ces mouvements minuscules, laisse-moi le dire ainsi, qui osent à s'entêter, à faire les gros dos face à la grande puissance, non, face au grand pays, la République démocratique du Congo? Il y a la communauté internationale de manière générale qui est derrière, en tout cas, ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Souvenez-vous des années 97, lorsque Léon Kengo Addo expliquait comment les Nations Unies l'imposaient à ouvrir les frontières de manière à faire passer les réfugiés dans la partie est de notre pays. Il y a la communauté sous-régionale. Aujourd'hui, l'EAC, qui représente l'EAC? L'EAC est composé des Kenyans, des Ougandais, des Rwandais, de tous ces États-là, qui sont complices à l'insécurité, à ce que nous traversons dans la partie est de notre pays. Nous ne pouvons pas compter sur ces États-là. Aujourd'hui, le Rwanda, ce que le Rwanda fait et l'Ouganda font, ils ne font que accomplir les appétits hégémoniques de leurs États, mais surtout de la communauté internationale. Espérons que les efforts déployés par notre gouvernement vont aboutir à la paix, à l'est de la République démocratique. La vérité à notre peuple, c'est que ce que le gouvernement fait aujourd'hui risque de nous faire retarder, de nous faire traîner les pas inutilement. Je crois que Mme Colette Brackman a dit quelque chose de très important, c'est que le Congo ne peut compter que sur les Congolais. On ne peut pas compter sur des alliés tels que le là, on ne fait plus confiance, les collègues Brackman, parce qu'elle souffre, on sait qu'elle souffle au chaud et au froid. Non, mais la communauté internationale souffle au chaud et au froid. Non, ce sont des chauves-souris. Madame Colette Brackman est votre collègue, journaliste, elle fait ses analyses. On l'a chassée de la RDC parce qu'on sentait en elle un parti pris. Non, moi je ne peux pas comprendre que dans un régime, si nous voulons vraiment qu'il y ait démocratie, empêcher aux journalistes... Est-ce qu'un journaliste congolais peut aller en France travailler sans embâche? Non, mais il y aura des limites. Non, mais voilà pourquoi nous dénonçons lorsque... Ne soyons pas complexés devant la peau blanche. Pas du tout. Nous disons ce qui réconforte les positions rationnelles que nous disons. Voilà. Nous étions le premier à dire que nous devons faire la guerre au Rwanda et qu'il fallait faire confiance en nos militaires. Continuons quand même à faire confiance aux garants de la nation et voyons voir ce qu'il va faire. Madame, moi je maintiens la position de Nouvelle Élan, c'est que pour que nous puissions avoir la paix dans l'est de notre pays, nous devons premièrement faire confiance aux filles et fils congolais. Voilà, nous devons faire la guerre au Rwanda, à l'Ouganda, à tous ceux qui vont menacer notre quiétude. Madame, voilà. Vous oubliez que en République démocratique du Congo, évoluer, maître, parce que vous avez déjà... Non, cette question de l'Est... Non, ce que je veux dire, c'est quelque chose de très nouveau. Nous avons l'iranium dans ces pays. Nous avons les scientifiques qui peuvent monter de bombes
qui pourront faire taire tout ce qui menace notre quiétude dans la partie est de notre pays. Nous disons les choses calmement, mais nous avons comme l'impression que et la communauté internationale et la communauté sous-régionale veulent nous narguer, veulent nous prendre pour de marche à pied. Parce que nous pensons que nous risquerons d'aller toucher là où ça fait mal pour imposer la paix dans la partie est de notre pays. Déclarer la guerre contre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et les autres, c'est comme si on déclarait la guerre contre les États-Unis d'Amérique et la grande puissance et consorts. Donc voyons voir là où ça va aboutir. Nous allons évoluer. L'actualité, c'est aussi le chef de l'État a nommé des nouveaux bourgmestres de communes et les adjoints dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'était au terme d'une série d'ordonnances lues le vendredi dernier. Votre réaction? Non, ma réaction, c'est que cette nomination peut être considérée comme un positionnement. Le régime est en train de positionner ses acolytes, est en train de positionner les fidèles qui ont servi dans tel ou tel autre domaine pour qu'ils se retrouvent aussi, parce que les mandats est en train d'aller vers sa fin, ils sont en train de cheminer vers la fin et ils ne peuvent que récompenser ceux qui ont, je dirais, milité, mais la 10e risquerait de gronder sur moi parce que ceux qui sont nommés là ne sont pas des combattants, des militants. Ils sont restés quand même longtemps, il fallait changer. Il se signale dans cette ordonnance l'avènement de nouvelles figures à la tête de la plupart des municipalités, dont la ville de Kinshasa, afin d'impulser un nouveau leadership pour la concrétisation de la vision du chef de l'État. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat si nous les savons déjà changements, bien sûr. Mais quel changement? Parce qu'aujourd'hui, déjà, si au niveau du gouvernement central, on a vu les membres de ces gouvernements se bomber leur poitrine. Rester là éternellement. Le problème, c'est de se poser la question, c'est qu'ils feront, quels sont les résultats qu'ils pourront apporter. Parce qu'ils ne sont pas nommés pour se faire plaisir, pour se taper un boulot. Ils sont nommés pour réaliser, en tout cas, les objectifs que notre peuple attend d'eux. Mais malheureusement, on peut déjà dire qu'ils ne pourront rien faire parce qu'ils ne sont que le reflet de ce qu'est le gouvernement central. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, maître? C'est justement... trop pessimiste, c'est pas bon. Ce qui me fait dire ça, c'est le fait que le gouvernement central... Vous voyez les choses négativement toujours. Vous êtes un négativiste. Pas du tout, je suis plutôt en train d'analyser froidement les choses. Je constate que le gouvernement central, là où Adolphe Mozito avait multiplié les budgets de notre pays à 4, il a trouvé les budgets à 860 millions de dollars, il a multiplié par 4, il a laissé un budget de 3 600 millions. Le gouvernement actuel... Voilà, parce que c'est là. Non, je crois que je peux finir ce que je suis en train de dire, c'est très important. Le gouvernement actuel a un budget de 10 milliards de dollars, mais le résultat sur terrain, c'est négatif. Lorsque vous posez la question à la maman que vous êtes, le panier de la ménagère lorsque vous allez au marché, est-ce que les enfants mangent à leur faim? Est-ce que le fonctionnaire qui gagne son argent peut vous dire que ces salaires-là lui permettent de tenir sa maison? Adolphe Mozito, Premier ministre honoraire, aujourd'hui président de votre parti politique Nouvel Élan, il n'est pas quand même un modèle. On sait les résultats de ce qu'il a donné comme Premier ministre. Il y avait beaucoup de critiques. Ça n'avait rien changé sur le social des Congolais. En tout cas, il y avait aussi, il y avait pas mal de critiques vis-à-vis de sa modeste personne. Comment vous oubliez tout ça? Si j'ai bonne mémoire, à l'époque, il y a le député Jekoko Mulumba qui essayait de mettre sur table tout ce qu'il faisait, qui ne tenait pas. Mais comment aujourd'hui vous oubliez tout ça et vous vantez ses mérites? C'est bien beau de critiquer, mais il faut faire marche en arrière. À son époque aussi, il avait pas mal de critiques. Madame, le modèle le plus parfait, c'est Jésus-Christ sur cette terre. Toute personne humaine a ses faiblesses, mais laissez-moi vous dire que Adolphe Mozito est l'un des meilleurs premiers ministres que la République démocratique du Congo ait connu. Ici, moi je ne parle pas comme M. Jekoko, tel que vous le citez. Qu'est-ce qu'il avait fait de concret? Non, je suis en train de vous dire que je ne veux pas parler comme Jekoko que vous venez de citer, parce que M. Jekoko a parlé sans vous apporter des preuves. Mais aujourd'hui... Non, mais on les voyait à travers les images des concessions d'Adolphe Mozito. Non, moi je suis juriste
en surcroît avocat. Lorsque vous me parlez des concessions, la preuve d'appartenance d'une concession à une personne, ce n'est pas le fait de balancer cela dans le média, c'est plutôt le fait d'apporter un acte, un titre juridique. Et les titres juridiques sur le plan immobilier, c'est le certificat d'enregistrement. Mais M. Gekoko, depuis qu'il a commencé à passer, il n'a jamais présenté un seul certificat d'enregistrement d'Adolphe Muzito. Non, mais c'était de la comédie. C'était de la comédie parce qu'on ne l'a jamais vu se présenter devant les cours et tribunaux avec preuve pour aller intenter une action en justice. C'est ça justement le vrai problème. Mais lorsque nous parlons de la gestion d'Adolphe Muzito, moi je peux vous balancer les chiffres, contre-chiffres avec ceux qui sont actuellement au pouvoir. Vous constaterez que la gestion d'Adolphe Muzito, chiffre à l'appui, est différente de ce qui gère aujourd'hui. Revenons à notre mouton. On parlait réalité de la nomination de nouveaux bourgmestres de communes et consorts. Mais il y a aussi les maires nommés dans des villes, ces provinces sous état de siège qui n'entreront en fonction qu'à la levée de l'état de siège, notamment les villes de Goma, Beni, Butembo et Bunia. Ils ne pourront rien faire, madame, je me répète. Pourquoi? Parce que ce sont les institutions en miniature. Si au niveau national, nous avons le gouvernement qui ne donne pas le résultat escompté, comment voulez-vous qu'au niveau local, au niveau provincial, au niveau des autres entités territoriales décentralisées et déconcentrées, que ces administrés-là, quoique nouvellement installés, puissent donner le résultat le meilleur d'eux-mêmes? C'est ce qui est justement à constater. Mais si vous voulez que nous puissions applaudir simplement parce qu'on a changé de nouvelles figures, tant mieux. Mais s'il faut aller dans le sens du résultat, nous devons commencer par voir ce que le gouvernement central fait pour essayer de s'inspirer de manière à faire une caricature de ce que le bourgmestre et les maires vont faire. Malheureusement, l'image que le pouvoir central donne, c'est une très mauvaise image, ce qui impacte négativement à la gestion de ceux qui vont arriver nouvellement. Le message est passé. Parlement RDC-Chine, le groupe d'amitié Chine-RDC du Sénat a procédé à une rencontre de renforcement d'échanges d'expériences avec le Parlement congolais en matière de coopération bilatérale. Le président du Sénat et le chargé d'affaires de la Chine ont convenu de travailler ensemble pour le développement d'un partenariat stratégique au bénéfice de nos deux peuples dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Ça vous inspire quoi? Non, ben, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de voir effectivement la politique générale mise en place par le gouvernement de manière à pouvoir récolter les dividendes, tirer les dividendes par rapport à ces rapprochements diplomatiques. Mais si déjà au niveau du gouvernement central, il n'y a pas une politique clairement définie par rapport aux relations diplomatiques que nous pouvons avoir avec d'autres partenaires, ben, je ne sais pas ce que nous pouvons en tirer comme conséquence. Je vais prendre un exemple, madame. Regardez, aujourd'hui, il y a les Kenyans qui continuent à gagner des marchés en République démocratique du Congo par rapport aux différents secteurs de notre pays. Mais qu'est-ce que le Congo gagne sur le sol kenyan pour essayer de faire, en tout cas, une politique de gagnant-gagnant? Aujourd'hui, avec la Chine, c'est la même chose. La Chine continue à tirer beaucoup de profits en étant en partenariat avec la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous, Congolais, gagnons en étant en bonne relation avec le Chinois? Je veux rappeler ici qu'il y a un accord qui avait été signé à l'époque pour que nous puissions avoir, à l'époque du contrat chinois, 3 milliards, 6 milliards qu'il fallait gagner dans le cadre de la coopération Chine-RDC. Mais jusqu'à ce jour, il y a 3 milliards qui n'ont jamais été mobilisés. Mais la Chine continue à exploiter nos minéraux, continue à exploiter nos richesses. Et moi, je pense que s'il faut maintenir ces relations diplomatiques, s'il faut maintenir ces partenariats, nous devons savoir négocier, nous devons savoir discuter nos rapports avec ces partenaires de manière à faire bénéficier notre pays de ces rapprochements, que de donner plutôt l'accès, donner plutôt l'espace aux autres de s'enrichir sur le sol congolais et que notre peuple ne tire pas les dividendes de ce que nous pouvons aussi tirer dans le cadre de ces accords. Mais n'oubliez pas qu'on n'avait pas une armée forte. Le temps de reconstituer l'armée,
de redorer le blason de notre armée congolaise. Tout ça, ça nous empêche aussi d'aller vite en besogne, déclarer une guerre contre le pays voisin. Oui, mais alors que ces partenariats nous servent d'expérience, que nous puissions par exemple demander à ce que la Chine vienne former nos militaires, que la Chine nous apporte des munitions parce que nous sommes en difficulté, nous avons des problèmes. C'est ça justement là où je voque le bénéfice que nous pouvons profiter de ces rapprochements, de ces accords entre États. Mais si ce n'est que les autres qui viennent bénéficier de nos richesses et que nous, en contrepartie, nous ne sommes là que pour subir le poids de ces accords, moi je pense que ça ne sert à rien. Autant mieux définir clairement ce que nous voulons en s'engageant avec la Chine. Qu'est-ce que nous pouvons bénéficier, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme dividende en étant en partenariat, en accord avec les Chinois. Nous définissons et nous exploitons cela, mais si nous n'arrivons pas à bien définir les choses, je pense que c'est du passe-temps et ça, le peuple congolais n'en a pas besoin. La Chine peut aujourd'hui nous aider sur le plan même militaire aussi en termes de formation. La Chine peut nous aider avec de matériel. Et si c'est fait en coulisses, parce que il y a des remarques qui circulent qu'il y a la Russie, il y a la Chine qui ont décidé de nous prêter main forte après des négociations. Non, mais ça ne doit pas se faire en coulisses, parce que l'État nous appartient. C'est le peuple qui est le souverain. S'il y a un tel accord, nous devons clairement le savoir pour nous permettre de soutenir ou de ne pas soutenir. On ne peut pas dire que non, nous le faisons en cachette, nous le faisons en catimini, comme si c'était une affaire privée. Non, il ne s'agit pas là d'un accord privé. Pour que l'ennemi ne s'approprie pas de nos stratégies. L'ennemi doit savoir que nous nous préparons. L'ennemi doit savoir que s'il ose nous déranger dans la partie est, davantage. Pas de problème. Le plus important, c'est que nous puissions être à même de nous défendre. C'est que nous puissions avoir les moyens de nous approvisionner en armes, en munitions, de manière à neutraliser nos forces négatives. Merci, le message est passé. Nous tendons, nous avançons lentement mais sûrement vers la chute de cette émission. Nous sommes en train d'échanger avec le secrétaire général du parti Nouvel Élan, Adolphe Muzito, ce maître Blanchard. Maître, qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer, de préparer Nouvel Élan ces derniers temps pour que vous ne soyez pas surpris, pour que le chèque soit catastrophique en 2023? Non, le parti est bien implanté, comme je l'ai dit, nos futurs candidats sont à pied d'œuvre dans leurs différentes circonscriptions électorales. Après la marche que nous avions lancée pour soutenir les FARDC et montrer notre solidarité à nos compatriotes de la partie est de notre pays, moi je appelais à une mobilisation tous azimuts. Je ferai ici par exemple à Kinshasa une tournée des districts. Le 3 déjà c'est samedi, je serai à Lukunga, précisément à Kaluka. Parce que l'Église catholique projette de marcher. Je veux prendre part, mon parti, j'invite d'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter le militant de mon parti politique d'y aller, parce que pour nous c'est que toute initiative, toute démarche qui consisterait à soutenir nos FARDC, à accompagner les compatriotes de l'Est, nous allons soutenir. Parce qu'il s'agit là du sol et du sous-sol congolais. Nous devons à tout prix nous battre pour que cela ne nous quitte pas. Et voilà, je disais que nous allons, après Lukunga, nous irons à Mwamba, Tchango, puis la Funa. Dans toutes les provinces, nous ferons pareil. Ça sera au même moment pour vulgariser les 10 recommandations d'Adolphe Muzito pour gagner la guerre de l'Est, mais aussi redynamiser notre base pour les échéances futures, c'est-à-dire les prochaines élections de 2023. Notre base doit être aux aguets, doit être préparée, doit savoir que le Nouvel Élan est engagé dans ces processus. Le Nouvel Élan va présenter ses candidats à tous les niveaux et que par conséquent, la base doit être déjà très mobilisée de manière à nous éviter justement des surprises désagréables, mais plutôt nous engager sur le chemin de la victoire pour que nous puissions faire triompher les idées, l'offre politique que nous allons présenter. Voilà, le message est passé. Mais les budgets retenus pour cette année, comment vous appréciez sa qualité? Est-ce que c'est un budget consistant? La prévision budgétaire présentée par M. Sama indique que le Congo va avoir
une enveloppe de 14 milliards de dollars, ce qui est acceptable, ce qui est souhaitable, mais le vrai problème n'est pas à ce niveau-là. Le vrai problème, c'est que parce que le budget, c'est la somme de mobilisation de la richesse que nous créons au niveau du pays. Et surtout que nous sommes dans un système d'impôt qui est déclaratif, c'est que le peuple a pris conscience de déclarer son impôt, de déclarer sa richesse de manière à permettre à l'État de ponctionner l'impôt qui doit permettre à l'État d'avancer, d'aller de l'avant. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ces budgets ne doivent pas servir aux individus. Le budget doit servir à l'État, doit servir au fonctionnement des institutions pour permettre qu'il y ait justement l'incidence dans le travail qui est fait. C'est-à-dire, le fonctionnaire qui travaille doit avoir son salaire, c'est lui qui vend, c'est lui qui enseigne partout. L'argent doit circuler. Mais nous avons comme l'impression que le budget augmente et la plus-value que nous enregistrons entre dans les poches des individus et le peuple, la population, les fonctionnaires ne bénéficient pas de cette plus-value. Ça remonte depuis Mozito comme Premier ministre, cette réalité. Moi, je de chiffres que je peux vous balancer. Je le dis ici qu'à l'époque d'Adolphe Mozito, le budget était, il a laissé le budget à 3,6 milliards de dollars et il y avait une réserve de change qui était de 1,6 milliard de dollars et vous allez constater qu'à cette époque-là, il y avait non seulement stabilité de la monnaie au niveau des changes, mais l'argent circulait. Dans le fin fond, dans le frontière, dans le village, l'argent circulait. Pourquoi? Parce qu'il avait cette politique de la redistribution. Lorsqu'il enregistre de gains, il payait les salaires, il faisait circuler et la monnaie, la vie était stable, la monnaie circulait. Mais aujourd'hui, on ne sent pas que la monnaie circule, on ne sent pas que le social est stable. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la plus-value entre dans les poches des individus. Décès du caporal Albert Kimungu, le 25 novembre 2022 à Kinshasa, ex-combattant congolais de la Seconde Guerre mondiale. Il avait été enrôlé de force à 18 ans. En 1943, il figurait parmi les éléments de la force publique envoyée pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'Algérie, puis en Birmanie sous les ordres du général britannique pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Un message par rapport à sa mémoire. Vous avez quelques secondes parce que nous sommes à la fin. Je vu, on a décoré la place, c'est pas Kimpwanza, la place Force. Je vu, on a fait des funérailles dignes de son nom. Mais lorsqu'il était vivant, j'ai vu comment il traversait ces derniers moments. C'était déplorable. Et je me dis, ça, c'est le régime actuel. Ça, c'est l'État congolais. Non, mais le roi de la Belgique l'a décoré. Oui, mais après l'avoir décoré, qu'est-ce qui est arrivé? Il fallait voir là où il passait nuit, il fallait voir là où il souffrait. Moi, j'ai vu, on a montré les images, c'est très déplorable. Donc, je dirais que nous devons cesser avec cette politique de trompe-l'œil. Lorsque quelqu'un meurt, on veut les décorer, on veut montrer que c'est lui le meilleur, mais pendant qu'il était en vie, on n'a rien fait. Vous avez une minute pour un message particulier en vue de clôturer cette émission. C'était bien, c'était chaud. Nous devons atterrir en douceur. Le message particulier, c'est que le peuple congolais doit se préparer moralement, physiquement pour finir cette histoire de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, je dis que je continue à mourir d'envie de voir le militaire congolais aller sur le sol rwandais implanter les drapeaux du Congo. Donc, c'est ça ma vision. Voilà, c'était un plaisir énorme de changer avec Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan, dont l'autorité morale, c'est M. Adolphe Mozito. Vous avez pris cette émission en cours, ne vous en faites pas. La rediffusion, c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Vous avez aimé l'émission, remerciez de prime abord la chaîne de référence Antena ainsi que les preneurs de vue. Moi, je vous remercie énormément, vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. À la prochaine occasion, nous allons nous retrouver. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et à chacun.